Merci de votre fidélité. 20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Parution des rapports budgétaires du 4e trimestre 2024 et du premier trimestre 2025. Un déficit dans l'exécution des investissements publics, le principal constat. Décryptage avec l'économiste Aliou Diouk et le président du mouvement Agir Thierno Bocoum dans ce journal. Face aux lenteurs notées dans la mise en œuvre du projet de dépollution de la baie de Han, les habitants de Thiaroye-sur-Mer ne cachent plus leur colère. Un projet pourtant annoncé en grande pompe par les autorités, mais depuis rien de concret. Visite de Monseigneur André Gaye à la collectivité Lébou de Dakar, une démarche visant à raffermir les liens entre la communauté chrétienne et Lébou. Un déplacement salué par le grand Serigne de Dakar que vous entendrez au cours de cette édition. Et puis, après une dizaine de jours de conflit entre l'Iran et Israël, laisse au regard de la position des protagonistes. Commentaires de Papis Diaw à suivre avant la fin de cette édition. Voilà pour les titres, le développement c'est tout de suite. Rebonsoir à toutes et à tous. Un journal que nous ouvrons donc tout de suite avec les rapports budgétaires du 4e trimestre 2024 et du premier trimestre 2025. Des rapports qui viennent de livrer leurs secrets, principaux constats, une masse salariale importante et un déficit dans l'exécution des investissements publics. L'économiste Aliou Diouk et le président du mouvement Agir se sont penchés sur le décryptage de ces rapports. Leurs analyses sont consignées dans ce reportage signé Fatou Bintou Conté et Mohamed Nabidjan. Il n'y a pas de quoi s'alarmer pour les rapports d'exécution budgétaire du 4e trimestre 2024 et du premier trimestre 2025 publiés par le ministère en charge du budget. Ce rapport montre une gestion transparente du budget de l'État selon le statisticien économiste Aliou Diouk, qui estime que la mobilisation des ressources et les dépenses n'ont pas encore dépassé 25% la valeur de comparaison. C'est que le rapport montre qu'il y a une gestion rigoureuse, transparente et performante donc des finances publiques en ce qui concerne donc les 9 mois de règne des nouvelles autorités pour 2024 et le premier trimestre de 2025. Rapport en détail, vous allez vous rendre compte que pour ce qui concerne la mobilisation donc des ressources, celles-ci ont été exécutées à hauteur de 21%. Et pour ce qui concerne donc les dépenses, elles ont été exécutées à hauteur de 24%. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des valeurs qu'il faut comparer à 25%. Cependant, Thierno Bocoum s'inquiète du montant de la masse salariale qui, dans ce rapport d'exécution budgétaire, occupe une place très importante. Surtout, et c'est ça qui est inacceptable, le montant de la masse salariale qui a considérablement augmenté. Au moment où on nous dit qu'il y a énormément de licenciés, on parle de 30 000 licenciés, au moment où on nous dit qu'il y a une volonté de rationaliser les dépenses de l'État, notamment du point de vue recrutement, il y a la masse salariale qui prend forme. C'est-à-dire que rien n'a été diminué du point de vue de la masse salariale et au contraire, il y a énormément de recrutement. Une situation que l'économiste Aliou Diouk explique par le besoin de l'État de renforcer des métiers stratégiques tels que l'enseignement, la sécurité et la santé. Il y a des effectifs, surtout de la fonction publique, qui, d'année en année, doivent augmenter même considérablement. C'est le cas par exemple du secteur de l'éducation et vous avez vu qu'il y a eu donc au cours de l'année 2025 un vaste programme de recrutement. C'est le cas également pour ce qui concerne les forces de défense et de sécurité. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on est dans un contexte d'insécurité. Donc c'est la raison pour laquelle également l'État du Sénégal a fait des recrutements pour les militaires, les gendarmes et les policiers. Mais c'est le cas également pour les dépenses en santé. La faible exécution des investissements publics fait sortir Thierno Bocoum de ses gonds. Les recettes augmentent de près de 100 milliards, mais l'investissement diminue considérablement, pour ne pas dire qu'il est inexistant. Donc aujourd'hui, il faut reconnaître que s'il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas relance de l'économie. Il n'y a pas injection de deniers dans le marché. Aliou Diouk reconnaît cet état de fait, mais pour lui, c'est juste une question administrative. On rend compte que, par exemple, les investissements réalisés par l'État donc, sont faibles plus ou moins.
parce que donc, au premier trimestre donc, de l'année dernière, là on était à 20, actuellement on est à 2 à 3 milliards. Mais cette faiblesse est due quand même à des éléments administratifs. Par exemple, le Code des marchés publics voudrait qu'au premier trimestre d'une année, que les gens fassent ce que l'on appelle les préalables, c'est-à-dire déposer donc, les plans de passation de marché, faire les avis donc, généraux de passation de marché, et le temps de lancer donc, les marchés, parce que les investissements c'est en général donc, des marchés, donc le temps de faire ces préalables-là, les marchés ne sont pas passés au cours du trimestre. Donc, une mission économique tunisienne séjourne actuellement au Sénégal. Elle rassemble cette mission plus de 100 entreprises tunisiennes et sénégalaises avec pour ambition de créer des synergies concrètes entre les acteurs privés des deux pays, encourager des dynamiques de co-développement, mais aussi valoriser des success stories tunisiennes prêtes à s'implanter au Sénégal. Sahar Mechri est la fondatrice du programme Femmes Entrepreneurs de Tunisie. Elle nous en dit plus, toujours au micro de Fatou Bintou Conté et Mohamed Nabidjan. Économique avec 6 entrepreneurs de la Tunisie qui sont sur 3 secteurs, l'éthique, la cosmétique naturelle et l'aviculture. Donc réellement l'objet de cette mission c'est de créer des ponts durables entre les entrepreneurs et des entrepreneurs ici au Sénégal et de créer des pistes de partenariat qu'on peut fructifier dans l'avenir. C'est-à-dire qu'il y a des entrepreneurs qui pensent à co-créer une marque ici de cosmétique naturelle. Il y a une entrepreneur dans l'éthique qui a une solution, ce qu'on appelle le low-code, no-code, et elle est en train de parler avec des partenaires au Sénégal pour qu'ils complémentent leur offre. Donc réellement l'idée c'est une complémentarité de l'offre ici d'entrepreneurs au Sénégal et de l'offre d'entreprises en Tunisie pour créer de la valeur pour nos deux pays. Tristesse et désarroi chez les travailleurs de la ferme Teranga de Saint-Louis. L'entreprise étrangère a fermé aujourd'hui ses portes à ses 71 travailleurs. Ces derniers, après 13 ans de service au sein de cette entreprise agricole, ne comptent bouger d'un iota et réclament l'arbitrage des autorités compétentes qui, selon elles, ne font rien face aux multiples agressions subies par les travailleurs agricoles de la région de Saint-Louis. Je vous propose d'écouter tout de suite Doudou Ndiaye Mboup. Il est le délégué du personnel et il s'en explique au micro de Seynou Diop et Habib Seck. On a informé toutes les autorités du pays et nous n'avons pas gain de cause. Nous n'avons vu personne venir régler ce problème. Aujourd'hui, nous sommes venus, à notre grande surprise, le RH a affiché son affiche en nous disant que restez chez vous comme si on était au moment du corona. Nous étions à l'inspection du travail, ils ont signé des dossiers, ils n'ont pas respecté ça. Quand on est allé jusqu'au tribunal du travail, quand on leur convoque, ils ne viennent pas. Maintenant, l'État va nous dire, si c'est l'État qui est derrière eux, qu'on le chasse. Parce que nous avons fait de tout ce qui est de notre nécessaire. Maintenant, s'ils veulent que nous entrons dans une deuxième phase, on va le faire. Actuellement, nous sommes vraiment prêts à tout, même quitte à y laisser notre vie. Nous sommes des pères de famille, nous avons des enfants à nourrir, nous avons eu des femmes, la scolarité de nos enfants est gâtée. Certains ont perdu leurs femmes, certains ont même perdu leur vie. La colère monte à Thiaroye-sur-Mer. Les habitants de cette localité côtière ne cachent pas leur frustration face aux lenteurs notées dans la mise en œuvre du projet de dépollution de la baie de Hann, pourtant annoncé en grande pompe par les autorités. Selon ces riverains, depuis le lancement officiel de ce projet, aucune des promesses faites n'a été tenue. À ce jour, 511 maisons ont été recensées dans le cadre du futur lotissement censé accompagner justement ce projet. Le reportage est signé Daniel Diouf. Thiaroye-sur-Mer, ce matin, la vie a repris son cours dans ce village traditionnel lébou, contrairement à la journée de la veille marquée par une tension. La gestion du projet de dépollution de la baie de Hann par l'État a mis le feu aux poudres. On avait eu les mêmes promesses que Yarak et Mbao. Mais regardez aujourd'hui, là-bas, les choses avancent. Ils sont satisfaits. Nous, jusqu'à maintenant, on attend toujours. Rien ne bouge.
On voudrait au moins avoir quelque chose de concret, une action tangible des autorités ici, mais jusqu'à présent, rien. Et en plus, la méthode qu'elles ont choisie pour mener ce projet est une lenteur incompréhensible. Les populations dénoncent les lenteurs, le silence des autorités et l'abandon de tout un pan du projet. Il s'agit de la restructuration du village, un engagement pourtant annoncé comme prioritaire. Il nous avait promis le lotissement du village, l'élargissement des rues et l'installation des canalisations. Exactement comme ce qui a été fait à Yarakh Mbao, tout le monde avait adhéré au projet, avec beaucoup d'espoir. Certains chefs de maison ont même mis en pause la construction de leur habitation en attendant sa mise en œuvre. 511 maisons ont été recensées dans le cadre d'un futur lotissement, mais depuis, rien. Pas de relogement, pas de début de travaux, pas même un agenda clair. Plus de 500 maisons ont été recensées et des sites de recasement ont même été mis en place. Mais jusqu'à présent, personne ne s'est déplacé. Pourtant, c'est urgent. Les canalisations doivent passer par là et les rues doivent être élargies. C'est essentiel pour permettre, par exemple, aux véhicules d'intervention d'accéder facilement au village. Le projet de dépollution de la baie de Han couvre une longueur de 14 km de Yarakh à Mbao en passant par Thiaroye-sur-Mer. Selon les populations, l'étude d'impact environnemental ne prend pas en compte leurs préoccupations. Nous restons avec ce sujet. L'écologiste Mbacké Seck note un problème managérial concernant justement ce projet de dépollution de la baie de Han. Selon lui, ce projet est certes ambitieux, mais fragilisé par une mauvaise gouvernance. Mbacké Seck dénonce des marchés controversés, des données erronées, entre autres difficultés. Il interpelle les autorités afin qu'elles se penchent sur la question et éventuellement trouvent des solutions. Je vous propose de l'écouter au micro de Fatima Touré. Ce projet de la dépollution de la baie de Han est un bon projet. C'est un projet qu'on doit répliquer. Mais malheureusement, ce projet souffre de mal-gouvernance. Parce que la mal-gouvernance démarre par une instabilité au niveau de l'équipe de projet. Entre 2002 à 2025, nous avons eu plus de 9 directions de l'ONAS et autant d'équipes au niveau du projet. Donc il y a une instabilité. Les marchés parfois sont mal attribués, ça pose problème. Aujourd'hui, nous avons des doutes sur les données, parce que l'étude d'impact environnemental et social date de 2011. Entre 2011 et 2014, c'était l'étude d'impact environnemental et social. Des données collectées il y a de cela 15 ans, est-ce que ces données sont actuelles? Avec le croît démographique, avec l'érosion côtière, mais avec cette pression que nous avons sur le réseau d'évacuation des eaux pluviales et des eaux usées. C'est pourquoi nous pensons qu'au niveau de l'ONAS, on doit réduire le gap de communication. Combattre la pollution plastique, c'est le thème de la semaine mondiale dédiée à l'environnement, occasion saisie par la mairie de Ngor pour initier une série d'activités, dont un panel, comme vous le voyez sur ces images, un panel donc sur les défis et les opportunités environnementales. C'était ce matin à la COP 21 et c'était en présence de notre reporter Dissa Prera, Amadouba, qui signe ce compte rendu. Si on n'y prend pas garde, il y aura davantage de déchets plastiques dans les mers que de poissons dans les prochaines années. Une annonce du ministère de l'Environnement qui sonne comme une alerte. Je rappelle une annonce forte qui a été faite sur le plan de la mer. D'ici 2050, si on n'y prend garde, il y aura plus de déchets plastiques dans la mer que de poissons. Une situation que la commune de Ngor comprend et prend très au sérieux. Entre érosion côtière, pollution marine et pression foncière, Ngor fait face à de nombreux défis environnementaux. Sensibiliser l'État, parce que cette pression foncière qui existe et l'avancée de la mer contraint la commune de Ngor qui est sur une presqu'île. On est les trois quarts de notre périmètre communal, c'est la mer, donc on ne peut pas aller plus loin. Donc c'est inviter déjà dans un premier temps l'État
à réfléchir au type d'aménagement, également à tous les lotissements qui sont prévus dans cette collectivité-là, d'anticiper sur les questions justement liées à ça, mais également accompagner les collectivités à lutter contre l'érosion côtière et l'avancée de la mer. La commune vit également une autre inquiétude, l'occupation anarchique du quartier des Almadies. Pour inviter l'État spécialement à être plus regardant dans le quartier des Almadies, qui est un quartier résidentiel, mais malheureusement qui aujourd'hui, on voit avec l'encombrement de personnes venues dans les pays limitrophes qui commencent à s'installer, ce qui dépasse les prérogatives de la collectivité. J'invite l'État à accompagner, non seulement à améliorer le cadre de vie, à investir dans le cadre de vie, mais également à assainir également tout ce quartier des Almadies et les autres quartiers de la commune d'Ongor. Les défis environnementaux sont nombreux aujourd'hui pour une commune d'Ongor coincée entre la mer et la terre, la tradition et la modernité. Mais pour les autorités locales, c'est à partir du présent que l'avenir se prépare. En tournée dans le Fouladou, l'honorable député Maguette Sène a visité les berges du fleuve Casamance à hauteur de la ville de Kolda. Sur place, il décrit l'état des lieux sur le lit du fleuve qui a été transformé en un dépotoir d'ordures au point que tous les canaux de passage de l'eau sont ensablés et bouchés. Le député appelle les autorités à prendre en charge le dragage ou à défaut le désensablement de ce lit du fleuve qui traverse toute la ville de Kolda, qui jadis engendrait de la valeur ajoutée à l'économie locale. Je vous propose de l'écouter. Ces propos sont recueillis par Abdoulaye Diallo. En tant que parlementaire, je crois que ce lieu, en tout cas, a été cité parmi les doléances les plus récurrentes au niveau des populations de Kolda, à savoir le curage, le dragage, l'aménagement et l'assainissement de ce lit du fleuve Casamance. Vous savez que le fleuve Casamance, l'une de ses sources, c'est Fafakourou. Donc l'eau était acheminée de ce site et traversait le département de Yoro-Fula, traversait Kolda pour se jeter en tout cas dans le fleuve carrément. Et depuis un certain nombre d'années, l'eau ne vient plus parce que tout simplement le canal est bouché par le fait d'ordures que les populations jettent sur ce lit du fleuve, de l'ensablement, de beaucoup d'éléments qui font aujourd'hui que le fleuve n'est plus ce qu'il était. L'eau ne vient plus. Et du coup, l'ensemble des activités, notamment économiques, qui étaient pratiquées sur ce cours d'eau, toutes ces activités ont arrêté au grand détriment des populations de Kolda. Sur les berges de ce fleuve, semble-t-il, il y avait une forte activité maraîchère qui se faisait et qui nourrissait la population de Kolda. Mais également, la pêche était une activité très dense sur ce cours d'eau. Également, le transport. Donc, on raconte que les chalands, en tout cas, transportaient la production de Médina Yoro Fula vers Kolda et vers d'autres centres urbains. Donc toutes ces activités économiques aujourd'hui sont suspendues, ne peuvent plus être pratiquées du fait que l'eau ne vient pas. Également, vous savez que ce site, avec tout ce qu'il y a comme point d'eau sale, est le lieu en tout cas d'incubation de beaucoup de parasites, notamment des moustiques, de sorte que Kolda est envahi par des moustiques. C'est des questions de santé publique, c'est des questions d'hygiène publique qui se posent. Et je crois que ça aussi, c'est l'un des méfaits du tarissement de ce fleuve. Et enfin, du point de vue environnemental, chacun sait qu'un fleuve qui traverse une ville, ça peut être une attraction, ça peut être une activité source de tourisme. Donc tout cela, aujourd'hui, a disparu parce que tout simplement, le fleuve ne reçoit plus d'eau. Le fleuve est bouché du fait de l'ensablement. Le ministre de l'Enseignement supérieur a procédé au lancement officiel de la 11e édition du Salon international du médicament, des dispositifs médicaux et de la pharmacie. C'était ce mardi au CICAD, placé sous le thème l'innovation et solutions durables pour la santé vers une approche intégrée et inclusive. Cette rencontre réunit durant 2 jours acteurs du secteur pour réfléchir à des stratégies capables de renforcer la souveraineté sanitaire au Sénégal à l'ère des nouvelles technologies. Le point, c'est avec Abdou Diouf Diagne et Ahmadou Bambassan. 2 jours, médecins, pharmaciens, chercheurs, industriels et décideurs se retrouvent pour passer au peigne fin les défis du secteur de la santé, des médicaments et autres produits dérivés. Une rencontre de haut niveau qui ambitionne d'asseoir les bases d'une souveraineté sanitaire dans un monde de plus en plus marqué par les innovations technologiques. Il faut savoir que la santé a besoin de financement. Donc on va faire appel aux établissements financiers, publics, privés. La santé, on parle d'innovation, on va parler de digitalisation, raison pour laquelle vous voyez aujourd'hui la CDC et Synapsis pour accompagner dans l'infrastructure, mais également aussi dans les solutions digitaux. La RTP pour
la connectivité, l'Internet, parce que si on n'a pas de bonne connectivité, il n'y a pas d'innovation, il n'y a pas de digitalisation. Donc aujourd'hui, notre objectif, c'était vraiment ça, c'est de pouvoir rassembler l'écosystème pour réfléchir ensemble, travailler ensemble pour arriver à trouver des solutions durables. Le coup d'envoi officiel a été donné par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Abdourahmane Diouf a salué l'initiative et annonce le soutien de l'État. Le service public n'appartient pas qu'à l'État. Le service public peut être concédé au privé. Maintenant, quand c'est le privé qui prend des initiatives, quand c'est le privé qui finance, quand c'est le privé qui impulse par des idées nouvelles, nous, au niveau de l'État, nous sommes preneurs. Et je pense que cette nouvelle voie de collaboration envisagée par l'État du Sénégal va donner des bons résultats. Maintenant, au cœur de tout ça, il y a la pharmacie, il y a la santé, il y a l'innovation. Et je disais tout à l'heure que le Sénégal ne doit pas rater le train de l'allumage. Le Salon international du médicament, des dispositifs médicaux et de la parapharmacie, qui est à sa 11e édition, a pour thème innovation et solutions durables pour la santé vers une approche intégrée et inclusive. Destination Thiès, plus précisément le lycée Jules Sagna. Sur place, conférence de presse des professeurs du lycée pour livrer leur part de vérité après la fuite d'épreuves lors du certificat de fin d'entrée en 6e, que les responsables soient arrêtés et jugés. C'est ce que réclament ces professeurs, dont Mamadou Ndaw, qui porte la parole du collectif des professeurs du lycée Jules Sagna. Je vous propose de l'écouter au micro de Charanta Diop et Saïla Tia. L'actualité. Et cela est dû à des problèmes de fuite qui ont eu lieu ici. Alors la première chose que nous tenons à préciser, c'est que nous condamnons et nous dénonçons tout ce qui est tricherie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que nous tenons à préciser, c'est que les professeurs de Jules Sagna ne sont liés ni de près ni de loin à une quelconque fraude ou tricherie. Nous voulons que toutes les responsabilités soient situées, que les enquêtes qui sont en train d'être menées suivent leur cours jusqu'à terme, parce qu'il faut que les responsabilités soient situées pour éradiquer ce phénomène-là. Nous déplorons le comportement de certains potaches qui ont été ici et qui ont jeté l'opprobre sur le dos des professeurs, les accusant d'être à la source des fuites. Ils sont même allés jusqu'à insulter les professeurs ici, ce que nous dénonçons jusqu'à la dernière énergie. Et nous voulons que l'administration, des autorités locales jusqu'aux plus hautes autorités, qu'elles prennent toutes les responsabilités pour situer les responsabilités là de ces fraudes. Les professeurs concernés, ils ont pris des élèves à flagrant délit de tricherie. Et ce qu'ils devaient faire, ils l'ont fait. Ils devaient rendre compte à qui de droit, c'est-à-dire notre administration. Ce qui a été fait. Il y a une circulaire qui venait de l'IA et qui disait qu'à chaque fois qu'il y a un cas de fraude, il faut appeler les autorités policières, la gendarmerie ou la police. Et c'est ce qu'on a fait. Hors de chez nous, après une dizaine de jours de guerre entre l'Iran et Israël, l'espoir d'une paix se dessine. Le président Donald Trump surprend le protagoniste. Le commentaire est signé Papis Diaw. Un cessez-le-feu ou un cessez-le-film? La question se pose. Washington, Tel Aviv et Téhéran, des trois leaders principalement. Trump le trompeur, Khatami le rêveur et Netanyahou l'excentrique. Ce conflit qui cherche désespérément sa légitimité et ses objectifs souille honteusement les amours vécus entre Israël et l'Iran du temps de la splendeur du chant d'Iran. Quand l'État hébreu sponsorisait l'armement des Perses à outrance, le désamour surviendra à la prise de pouvoir du guide de la révolution, l'Ayatollah Khomeini, en 1979. Ainsi naissait l'État islamique en lieu et place de l'État impérial. Depuis lors, les deux États s'entredéchirent au nom du droit d'exister ou pas. Papis Diaw, merci. Le général Mamadou Mansour Seck s'est d'ailleurs prononcé sur ce conflit qui sévit au Moyen-Orient. L'ancien chef d'état-major des armées estime que la stabilité des monarchies du Golfe est assurée par les Américains. C'est ce qui explique, selon lui, le silence des pays arabes. Pour l'ancien Semga, ce qui se passe à Gaza est tout simplement lamentable. Voici un extrait de l'interview exclusive qu'il a bien voulu accorder à la télévision Futur Média. Quand vous voyez les bases américaines au Moyen-Orient, d'abord l'Égypte reçoit de l'aide américaine.
Mais quand vous regardez la carte de l'Arabie Saoudite, quand vous le voyez, je vous dis, il n'y a pas loin d'une dizaine de bases américaines. Oui. Donc, ce sont des pays, qu'on le veuille ou non, leur stabilité dépend un peu du soutien américain, en tout cas. Oui. Et ça peut expliquer le fait qu'on ne les entend pas beaucoup. Mais quand même, ça peut ressembler à quelque chose de choquant, que ne serait-ce que dire aux Américains, quand même, de limiter ou de parler avec Israël, parce que ce qui se passe quand même à Gaza, on voit des images tous les jours, c'est quand même des problèmes humains qui se passent. Oui. Et on parle de génocide. Bon, la définition, ça c'est truc, mais quand même, il y a des milliers de personnes qui meurent. On voit des enfants, on a c'est ça, c'est lamentable. Justement, le maître du jeu aujourd'hui dans tout cela, c'est Donald Trump. Qu'est-ce que vous pensez de son impact sur les relations internationales aujourd'hui? Mais ça, c'est sûr, ne serait-ce que ce que je vous ai dit, étant la première puissance militaire, la première puissance économique, ayant 800 bases militaires dans le monde entier, en géostratégie, bon, on peut dire que ce que j'ai vu dans des Américains qui ont protesté, ils ont dit que nous ne sommes pas un royaume. Pour dire que ce monsieur, il a l'appui, le Congrès, puisqu'il a la majorité des républicains, mais c'est quand même un Congrès qui est censé être un contre-pouvoir de ça. Mais en tout cas, il décide et il a très peu de limites et il ne se gêne pas. L'intégralité de cette interview à suivre après ce journal de 20h. Le général Mamadou Mansour Seck s'est également exprimé sur des questions d'actualité telles que le retrait des militaires français du Sénégal ainsi que le différend qui oppose l'Alliance des États du Sahel à la CEDEAO. Clap de fin pour les cérémonies de première communion dans le diocèse de Thiès ce dimanche dans plusieurs paroisses du diocèse, dont celle de Jésus Bon Pasteur. Eh bien, des enfants ont reçu la communion pour la première fois, une célébration marquée par la ferveur et l'interpellation aux parents sur leurs responsabilités dans l'éducation chrétienne catholique de leurs enfants. Le reportage est de Daniel Diouf et Ababacar Camara. À la paroisse Jésus Bon Pasteur de Thiès, la solennité du corps et du sang du Christ célébrée en même temps que la première communion. C'est dans cette lumière eucharistique que les enfants de la communauté ont reçu pour la première fois le corps du Christ, le corps livré et le sang versé par amour. Ce que nous fêtons aujourd'hui, c'est le sacrement de l'amour. Jésus nous a dit: il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce que l'on aime. Et sachant que Jésus ne parle pas en l'air, c'est ce qu'il a fait. Il a livré sa chair, versé son sang pour nous donner la vie. C'est cela le cœur de Dieu, qui donne sa vie pour sauver ces enfants que nous sommes. Cette coïncidence liturgique entre la fête du Saint-Sacrement et la première communion a permis aux célébrants de centrer son homélie sur le sens profond de l'Eucharistie, la rencontre avec le Christ vivant, la fidélité aux engagements du baptême. L'Eucharistie, chers amis, n'est pas une chimère, ce n'est pas un symbole. Ce que nous allons faire tout à l'heure, c'est une réalité. Le pain et le vin sont transformés réellement par l'Esprit Saint en corps et en sang de Jésus. Oui, le pain que vous recevez est le corps de Jésus. Prenons conscience de ça. Le sang que nous recevons, c'est le sang de Jésus. Prenons conscience de ça. Eucharistie veut dire action de grâce. Tout à l'heure, en élevant le pain et le vin, le prêtre dit: tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Et puis ce rappel qui a permis aux célébrants de se désoler sans détour d'une pratique devenue courante dans certaines familles, le retard dans l'administration du baptême. Au moment de baptiser les catéchumènes, il a rappelé avec fermeté que les parents ont le devoir d'initier tôt leurs enfants à la vie de foi. J'en appelle encore aux parents. N'attendez
temps avant de baptiser les enfants. C'est nous qui l'avons fait. Vous devez faire grandir comme ça, sans les baptiser. 12 ans là. Pendant ces 12 ans là, ils étaient des parents. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. La célébration s'est achevée dans la joie et la reconnaissance. Les nouveaux communiants et les confirmants réunis au pied de l'autel pour une action de grâce avant de se rendre en procession à la grotte mariale. En présence du Saint-Sacrement, ils ont confié leur vie à la Vierge Marie et renouvelé leur foi dans le Christ. Raffermir davantage les liens entre la communauté chrétienne et l'Ébou, mais aussi renforcer la collaboration interreligieuse, tout le sens donné à la visite de Monseigneur André Gueye à la collectivité l'Ébou de Dakar, un déplacement salué par le grand serigne de Dakar. Je vous propose d'écouter tout de suite Monseigneur André Gueye, archevêque de Dakar. Ses propos sont recueillis par Ibrahima Kane et Pape Sangone Mbaye. Je viens d'arriver en tant qu'archevêque métropolitain. Il convenait que je rende visite aux dignitaires et à la communauté l'Ébou, eu égard à son importance dans Dakar et dans le pays, rendre hommage aux belles relations historiques entre l'Église et la communauté l'Ébou, sans laquelle l'Église de Dakar ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. C'est le message que le grand Seigneur aussi a lancé. Il a parlé non pas de tolérance, mais de fraternité religieuse, pour promouvoir la paix, la fraternité, le dialogue et la collaboration entre les religions, entre les peuples, parce que tous nous voulons un monde de frères et de sœurs, parce que nous sommes tous créés par Dieu. En tout cas, tous les adhérents des religions sont appelés à promouvoir cette unité, cette communion, cette fraternité en Dieu. La page des sports tout de suite avec cette information. La candidature d'Aliou Goloko à la présidence de la Fédération sénégalaise de football. Une candidature qu'il dit placée sous le sceau de la passion, de l'humilité, de la détermination, avec un engagement qui repose sur une vision ambitieuse et inclusive pour le futur du football et son renouveau au Sénégal. Et du football, nous passons au motocross. Une fois n'est pas coutume, nous parlons de la saison 2024-2025 du championnat du Sénégal de motocross qui a pris fin avec la 8e et dernière journée au circuit sablonneux du Lac Rose. Serigne Mbacké Mar confirme sa bonne saison avec son premier titre de champion en Open. Ethan Lopez conserve lui aussi son titre chez les juniors et l'apothéose de la saison d'une discipline qui réclame plus de soutien financier de la part des autorités. Le compte rendu est signé Chersad Boutiara. Bonne performance, surprise, confirmation ont marqué la finale du championnat du Sénégal de motocross sur le circuit sablonneux du Lac Rose. Chez les minimes et juniors, si certains se sont révélés lors de cette dernière journée, d'autres ont maintenu leur suprématie. La course était très difficile. Mon adversaire, Cher Soumaré, est un adversaire où j'ai eu du mal à dépasser, mais tout le reste de la course, ça s'est bien passé. La première manche, j'ai fait deuxième parce que j'ai chuté 2 fois au virage de la mort et derrière. Et les 2 autres manches, j'ai pu gagner. Je vais être un champion seulement et j'ai pas le choix. Il fallait que je participe pour prendre ma 2e place ou premier. J'avais la grippe aussi, j'étais malade, mais on a bien roulé. Dans les catégories Open et 450, il y a de nouveaux champions. Je me suis bien battu pour m'imposer. J'ai tout fait pour atteindre mon objectif d'être champion. 450. Je suis le champion dans la catégorie 450. Je suis content de ma saison avec le soutien de tout le monde. Je demande aux autorités de mieux appuyer le sport automoto qui peut ramener beaucoup de satisfaction en Afrique et dans le monde. Même cri de cœur chez les organisateurs qui dressent tout de même un bon bilan. On vit avec les cotisations des clubs, de chaque membre, qui ne suffisent même pas pour payer l'ambulance, pour payer l'assurance de la course, pour payer les trophées. On est obligé de se démerder autrement pour pouvoir finir la saison. On attend de l'État du Sénégal, c'est de discuter avec les acteurs qui peuvent quand même leur proposer un plan de financement de ce sport-là. On ne demande pas
qu'on nous construise des infrastructures. Tout ce qu'on demande, c'est qu'on nous laisse l'espace pour faire notre sport. Les concurrents, ils ont vraiment assuré le spectacle, ils ont donné tout ce qu'ils avaient. Vraiment, ce n'était pas très facile de faire un championnat d'octobre au mois de juin avec 8 courses et des déplacements à l'étranger parce qu'on a été au Maroc sur le championnat d'Afrique. Le bilan sportif, il est très satisfaisant. On a eu des enfants de 4 à 12 ans même qui ont progressé, la catégorie minime, la catégorie junior et la catégorie open. La formation, un des grands chantiers à la Fédération sénégalaise d'automoto, à la recherche d'un site de 3000 m² pour l'érection de l'académie pour les pilotes de moto. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. À suivre après cette édition, l'interview exclusive du général Maodo Mansour Seck accordée à Chérif Diop dans le cadre du conflit qui sévit au Moyen-Orient. L'actualité qui se poursuit également sur toutes nos plateformes digitales. Excellente suite de programmes en notre compagnie et excellente soirée. Merci.